Bonjour à tous, bonjour chers membres du Paper Jam Club. Bienvenue dans ce nouveau webinaire sur la liquidité ROA ou comment étudier l'état financier de son entreprise pour mieux gérer sa liquidité. Donc venez apprendre l'usage de certains aspects clés de la comptabilité. Mais tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Asma de l'équipe de communication et je serai votre modératrice aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous rappeler très rapidement les détails pratiques de la plateforme InLink. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous trouverez sur la droite de votre écran un onglet chat où vous pouvez nous avertir à propos d'éventuels soucis techniques, ou aussi pour nous envoyer vos commentaires. Vous pouvez aussi trouver un onglet questions qui vous permettra de poser vos questions sur la thématique abordée durant le webinaire et auquel Jean-Marc répondra au fur et à mesure ou à la fin de ce webinaire. Donc ne soyez pas timide, c'est un webinaire interactif. Commençons donc ce webinaire. Jean-Marc, qui est notre orateur aujourd'hui, docteur en sciences économiques, coach reconnu en scale-up d'entreprise. Il partage régulièrement ses connaissances de 25 ans d'expérience à travers des séminaires, des bootcamps et même sur les posts LinkedIn qui sont super intéressants. Et à travers ce webinaire, Jean-Marc vous donnera des conseils pratiques qui vont vous éclairer sur comment gérer et analyser la finance de votre entreprise. J'invite Jean-Marc sur scène qui saura mieux vous expliquer tout ça. Hello! Hello, merci Asma, merci pour ton introduction. Super. Voilà, donc aujourd'hui on va passer sur une prochaine partie du framework Scaling Up et merci pour les slides.
Et le scaling up, en fait, ça traite du développement d'entreprises, de la croissance, d'une croissance qui soit saine et qui soit durable. Alors, voilà, je pense que tout le monde pose un petit peu des questions lorsqu'on voit des entreprises qui réussissent énormément bien, mais comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a un art qui est derrière cela, ou qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le scaling up, c'est pas un art, c'est un métier. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir sur ce référentiel, le référentiel du scaling up, qui peut aider les entrepreneurs à devenir des véritables pros de gestion et surtout de retrouver la liberté d'entreprendre et de ne pas sombrer dans les travaux de gestion qui accaparent toute la journée. Alors, ce référentiel scaling up, c'est tout d'abord, à la base, c'est un mindset et c'est une toolbox. Un mindset dans le sens que la manière comment on va approcher la chose, c'est-à-dire de jouer pour gagner. On ne va pas simplement jouer pour participer ou jouer pour ne pas perdre, mais on va jouer pour gagner. On va choisir en pleine conscience de quoi il s'agit, c'est-à-dire, typiquement, ce que j'entends, c'est, voilà, j'ai pas le temps, hein. C'est un argument qui revient tout le temps, mais en fait, on peut l'aborder sous un autre aspect, qui est celui de choisir en pleine conscience sur où est-ce qu'on met les priorités, ou qu'est-ce qu'on met en priorité et qu'est-ce qu'on ne met pas en priorité. D'adopter des rythmes, c'est-à-dire des habitudes qui nous permettent de mieux gérer. C'est un petit peu comme aller à la gym. Si on y va sporadiquement, c'est très très difficile, en tout cas pour moi. Par contre, si une fois qu'on a pris un certain rythme, à ce moment-là, voilà, on y va, et on y va avec une autre attitude. Ça, c'est un volet. C'est le côté mindset. Et puis, il y a le côté toolbox. Toolbox au niveau du scaling up, c'est en fait une quarantaine de méthodes qui ont fait leurs preuves et qui seront adaptées à vos besoins, ou qui sont adaptables à vos besoins spécifiques. Et tout ça se construit autour de 4 dimensions clés: people, strategy, execution et cash. Et finalement, ce sont ces 4 dimensions-là, qui seront également les décisions qu'il y a à prendre au niveau de la gestion de l'entreprise. Je me suis permis de concentrer ça sous 4 questions un petit peu condensées. La première est celle que si demain, vous pourriez réengager tout le monde, est-ce que vous le feriez? Une question à méditer. En fait, la question, elle est centrée sur le fait, c'est est-ce que j'ai les bonnes personnes au bon endroit? Ça, c'est la première des questions. De là, on va déduire comment est-ce qu'on peut gérer nos personnes, comment est-ce qu'on peut constituer des équipes qui soient performantes, et surtout, en tant qu'entrepreneur, d'avoir les bonnes personnes autour de soi. Le deuxième volet, c'est celui de la stratégie. Et là aussi, de se poser la question, est-ce qu'on peut définir notre stratégie en une ou deux phrases simples? C'est tout un exercice d'arriver à vraiment avoir la substantifique moelle de ce qu'on veut faire. Et est-ce qu'aussi dans l'entreprise, est-ce que chacun peut répéter en une ou deux phrases simples cette stratégie? Parce que c'est une chose d'avoir la stratégie, la deuxième, c'est aussi de la communiquer au sein de l'entreprise. Troisième volet, c'est celui de l'exécution. C'est parce qu'une fois, à travers la stratégie, on sait ce qu'on veut, mais c'est dans l'exécution, alors on peut exceller. C'est-à-dire, est-ce que nos processus s'exécutent avec discipline et sans drame? Et par drame, j'entends le fait que, c'est le fait de t'entendre, de se plaindre, mais les objectifs sont trop élevés, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, ou bien ça ne fonctionnera pas. C'est d'éviter ce drame, justement, en ayant des processus qui soient clairs et qui donnent de la confiance. Le volet des priorités, parce que très souvent l'exécution est rendue difficile parce qu'on n'était pas suffisamment clair au niveau des priorités, ou bien on a bien fixé des priorités, mais on ne s'y tient pas. La quatrième décision, c'est celle qui tourne autour du cash, avec la question essentielle, c'est est-ce qu'on atteint nos objectifs trimestre par trimestre? Et surtout le fait, c'est est-ce qu'on a suffisamment développé pour financer notre développement? C'est le sujet d'aujourd'hui.
Euh, le référentiel Scaling Up, donc, a ces 4 dimensions, People, Strategy, Execution et Cash. Peut-être 2 mots par rapport à moi. Je suis coach en Scaling Up d'entreprise. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Je vous invite à me contacter sur LinkedIn parce que mon mantra, c'est d'aider les entreprises à mieux fonctionner et à ce qu'elles réalisent leur plein potentiel. Mon passé, il s'est situé dans des startups, il s'est situé dans des scale-up et également dans des environnements corporate de plus grandes entités. Aujourd'hui, je suis coach en scaling up d'entreprises à travers l'Europe et également aux États-Unis. Je fais partie d'un groupe d'à peu près 250 personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Alors, la 4e décision, qui est celle pour aujourd'hui, c'est celle du cash. Et par rapport à cela, j'aimerais bien démarrer avec le statement que le chiffre d'affaires, c'est une vanité, le profit, c'est de la lucidité, mais le cash, c'est la réalité. Parce que très souvent, on entend des entreprises dire, voilà, une grande croissance du chiffre d'affaires. Oui, intéressant, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui reste finalement à la fin de la période, à la fin du trimestre, à la fin de l'année? Intéressant, mais le vrai volet, c'est celui du cash. Et c'est ce que j'aimerais vous démontrer maintenant. Alors, le cash, c'est un petit peu comme les turbines d'un avion. C'est l'air le cash, c'est l'air qui va s'engouffrer dans ces turbines. Alors, c'est aussi comme l'air que nous respirons. La finalité n'est pas l'air, la finalité n'est pas de respirer. Sauf que si on s'arrête de respirer, la vie, elle tourne court de manière assez abrupte. Donc, voyez le cash sous cet aspect-là. Ce n'est pas la finalité, mais c'est vraiment le volet qui nous tient en tant qu'entreprise, qui nous tient en l'air, qui nous permet d'atteindre notre cap, les objectifs qu'on s'est fixés pour l'entreprise. Maintenant, il y a beaucoup de manières d'aborder ce volet du cash. Et je prendrai un exemple qui est celui d'un supermarché qui s'appelle Costco et qui a notamment dû s'imposer contre Walmart, énorme chaîne d'hypermarchés aux États-Unis, un petit peu moins en Europe. Mais voilà, c'est comme si en Europe, on devait se mettre en concurrence contre des Carrefour ou localement contre des Cactus ou Delhaize, etc. Alors Costco, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour démarrer leur entreprise, ils avaient besoin d'énormément de cash. Et le cash, alors qu'il ne va rentrer qu'une fois qu'ils ont vendu leur téléviseur, comme vous le voyez ici, ou bien d'autres équipements, ils ont commencé à constituer un club d'achat. C'est par un club qu'ils ont commencé dans lequel les gens déposaient leur argent et ensuite faisaient leur achat. Ça permettait à ces personnes, à ces clients d'avoir un excellent contrôle sur leurs dépenses. Mais d'un autre côté, ce que ça permettait à Costco, c'est de retrouver un fonds de roulement, de retrouver un cash qui leur permettait finalement de préfinancer leurs achats, de financer leurs achats et d'obtenir de meilleurs tarifs. Entre-temps, Costco est devenu un vrai concurrent pour Walmart. Alors, il y a les hacks, les manières pour augmenter la liquidité. Il y en a au moins 10. Louer au lieu d'acheter, offrir des réductions pour des paiements anticipés. Un volet qui est, je pense aussi, de par ces périodes très important, c'est de contrôler la solvabilité de nos clients. C'est de réduire l'inventaire, de réclamer les impayés, d'utiliser les crédits à 30 jours sur les cartes de crédit, de négocier avec les fournisseurs. Bref, il y a un certain nombre de hacks pour augmenter la liquidité. Sauf que je pense qu'il faut être très clair au niveau de qu'est-ce que veut dire cette liquidité, et notamment par rapport à la profitabilité et par rapport à la croissance de l'entreprise. Pour cela, je vous invite à un exemple chiffré. Alors, j'espère que vous avez pris 2 espressos parce qu'on va parler chiffres. Et je vais vous donner les exemples de 3 entreprises. La première entreprise, elle a une marge de 5%, la marge étant définie comme le revenu moins le prix de revient des marchandises vendues. Marge de 5%,
deuxième entreprise, elle a une marge de 10%, et une troisième entreprise qui a une marge de 15%. Au niveau des ventes, on va tout simplement partir sur l'exemple que l'entreprise va réaliser 100 euros, 100 000 euros, 10 millions, 100 euros par mois. Il y a un délai de paiement qui est de 75 jours. Et là, je m'explique. Ce délai de paiement, c'est en fait, comment est-ce qu'on arrive à 75 jours? Ben, c'est tout d'abord parce que il faut qu'on achète, pour produire, il faut qu'on achète la matière. Donc, typiquement, on va dire qu'on va prendre 30 jours pour produire. Ensuite, ce qu'il faut aussi considérer, c'est qu'on va établir une facture. Mais très souvent, la facture, elle n'est pas directement établie une fois que la production est faite. On a livré, bah, typiquement, c'est soit on envoie la facture en début du mois ou on l'envoie à la fin du mois. C'est 15 jours en moyenne qu'on va prendre. Et puis, il y a le délai de paiement. C'est 30 jours. 30 jours de délai de paiement, ce qui est classique. Ça revient à avoir un délai de paiement de 75 jours. La prochaine question, c'est alors quel est le besoin de liquidité avant de générer 1 euro de recettes? Alors, par rapport à cela, on sait que l'entreprise, elle fait une marge de 5%, elle a des ventes de 100, donc les charges, bah, c'est 95 euros pour le premier mois. Parce qu'elle va devoir dépenser le premier mois, elle va devoir dépenser 95 euros pour acheter la matière première, pour payer ses charges. Le deuxième mois, ben, c'est le délai de paiement. Donc, il faut qu'elle ait, encore une fois, en réserve des liquidités pour pouvoir couvrir les charges qu'elle va dépenser lors du deuxième mois. Et enfin, on a les 15 jours qu'on a pris comme hypothèse pour établir la facture. Donc, c'est la moitié de 95 euros de charge, c'est 47,5 euros. C'est-à-dire qu'il y aura une dépense de 237,5 euros avant que le premier euro ne rentre. C'est ce que je représente ici sur ces graphiques où vous voyez la barre, ici la courbe, qui, au bout des 75 jours, est à moins 237,5 euros. La deuxième entreprise, elle a une marge de 10%. Par conséquent, elle a des charges. On est sur 75 jours, donc 90 plus 45, la moitié, les 15 jours, c'est 225. Également, je le reporte sur le graphique. La troisième entreprise, elle, 15% de marge, donc les charges qu'elle doit dépenser, 85 et 42,5. Ça me fait 212,5. Alors la question maintenant qu'on peut se poser, c'est combien de temps est-ce qu'il me faut pour récupérer le cash initial? J'ai mis dehors 235,5 euros, et combien de temps est-ce qu'il me faut pour récupérer ce cash? En fait, il faut prendre il faut prendre les 235,5 et diviser par 5, parce que je n'ai que 5% de marge, 5% sur les ventes de 100 euros. Donc, 237 divisé par 5, ça me fait 47,5 mois. Donc, et là, il faut bien se rendre compte qu'il me faut quasiment 48 mois pour récupérer la liquidité que j'ai mis pour réaliser ma première vente. Vous allez me dire, non mais enfin, je suis profitable de 5%, comme dans le cas de la première entreprise. En effet, mais j'ai besoin de 47,5 de mois de liquidité pour pouvoir assurer ce cycle et pour pouvoir gagner de l'argent. Prenons le deuxième exemple de l'entreprise, deuxième entreprise, avec une marge de 10%. Là également, nous avons
combien de temps? C'est-à-dire 225 divisé par les 10 euros de marge, ça me fait 22,5 mois pour récupérer ma mise. Déjà, on est sur la moitié, beaucoup moins que la moitié. Si je prends la troisième entreprise, là, on est sur 15% de marge, c'est-à-dire que mes 212,5 euros que j'ai comme cash out, je vais les récupérer au bout de 14 mois. Donc, vous avez là des profils très, très différents en termes de liquidité, alors qu'en termes de marge, on est entre 5, 10 et 15%. So what, vous allez me dire? Tout d'abord, attention lorsque on est en temps d'inflation. En temps d'inflation, il y a mes coûts qui vont augmenter, c'est-à-dire que mes marges seront réduites. Au lieu d'une marge de 5%, je n'en aurai peut-être plus qu'une marge de 2%, de 2%, 1%, etc. Donc, vous voyez ici, sur base de la flèche, que ces dépenses vont aller en augmentation. Et par conséquent, mon cycle de paiement, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'aurai récupéré ce cash, il va s'allonger davantage. Attention également au rabais, parce que je pourrais être tenté de voir que je veux en fait accélérer mes ventes et je vais donner du rabais. Je pourrais le faire lorsque je regarde la marge, mais en fait, je vais prendre beaucoup plus de temps parce que l'angle avec lequel je vais récupérer mon argent dans le futur, il va s'aplatir et ça va durer beaucoup, beaucoup plus longtemps. L'élément crucial ici, c'est de penser d'abord à la rentabilité, puis à la croissance. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui célèbrent justement la croissance et qui sont absolument ébahies devant le fait de pouvoir faire du 20%, 30% de croissance de chiffre d'affaires. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les liquidités qu'il faut pour justement assouvir cette croissance sont énormes et que c'est un élément qu'il faut absolument garder en tête. Parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui, en se développant, finalement, ont une croissance qui les a amenées vers la banqueroute. Donc, une des heuristiques, c'est-à-dire des règles qu'on peut établir, c'est que le taux de marge est approximativement votre taux de croissance maximal, sans apporter des capitaux nouveaux. Évidemment, si vous avez des investisseurs, si vous pouvez contribuer vous-même les liquidités au business, c'est une autre affaire. Mais typiquement, ce qu'on regarde, c'est une entreprise qui a un certain niveau de liquidité et qui veut se développer, c'est de faire attention à ce que son taux de croissance il soit dans les environs de son taux de marge, approximativement. Comme ça, l'entreprise peut s'autofinancer et peut avoir une croissance saine. Voilà pour je dirais la base et le message essentiel au niveau du cash is king. Cash is king, cash is queen. Oui, c'est un débat qu'on peut avoir aujourd'hui. Toujours est-il que c'est un élément absolument essentiel de voir quel est notre taux de marge. Si j'ai une marge à 15%, à ce moment-là, je peux croître environ 15%, parce que je vais récupérer l'argent au bout de 14 mois. Si ma marge diminue à 5%, mon argent sera dehors pendant 48 mois. À ce moment-là, mes besoins de financement seront complètement différents. Je vous invite à poser des questions. Cette partie-ci était un petit peu dense et peut-être qu'il y a l'un ou l'autre aspect où j'étais trop rapide, où je n'étais pas suffisamment clair. Donc, je vous invite à poser les questions dans le chat ou à faire les remarques. Je peux très bien revenir sur l'un ou l'autre point. Alors, par la suite, on va parler des stratégies, on va parler des outils qui sont à disposition justement pour assurer la liquidité de l'entreprise. Et ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir c'est dans quel secteur est-ce que vous êtes, dans quelle branche, et peut-être que je pourrais à ce moment-là donner des exemples qui soient un petit peu plus pertinents.
Donc, si vous voulez bien mettre dans le chat quelle est l'industrie, quel est votre métier, à ce moment-là, je pourrais mieux cibler les exemples. D'accord? Merci par avance. Alors, oh, là, il y a mon écran qui a bougé. Et voilà. OK. Donc, merci Elena. Marge brute ou EBITDA? Alors, pour ce qui est dans mon exemple, on peut prendre le EBITDA ou on peut prendre la marge. La réflexion de base est la même. EBITDA, c'est-à-dire le résultat opérationnel avant les amortissements. La marge brute, chiffre d'affaires, moins le prix de revient des marchandises vendues. Voilà. Courtney, merci pour la restauration. Ah oui, alors là, cycle de cash, évidemment, parce que les marchandises, il faut les payer bien en amont. Sinon, voilà, difficile de proposer quelque chose aux clients. Alors, merci pour vos commentaires. Le premier élément pour bien surveiller le cash, c'est ce cycle de conversion du cash. Et là, en l'occurrence, je fais référence à la durée qui sépare les déboursements des premiers fonds jusqu'à leur rentrée. C'est-à-dire combien de temps dure-t-il entre le moment où je dépense l'argent et au moment où je récupère l'argent. Lorsque on est, pour répondre à Pascal au niveau des services, à ce moment-là, notre marge brute, on peut l'approcher en disant j'ai le chiffre d'affaires moins mes charges de personnel. Ou bien on va travailler déjà sur le chiffre d'affaires lui-même. Alors, pour cet exemple-ci, je prendrai Dell, fabricant d'ordinateurs. Et Dell, au début de son développement, et là on parle de 91, mais avait un cash conversion cycle de 63 jours. C'est-à-dire que ça prenait 63 jours entre le moment où il dépensait le premier euro pour acheter du matériel, pour le fabriquer, pour payer les personnes, et le moment où l'ordinateur était vendu et était payé. Leur croissance était formidable, nécessitait énormément de cash. Ils ont frôlé de ça la banqueroute. Engager un nouveau directeur financier, 2001-2006, vous voyez le cash conversion cycle qui est passé en négatif, c'est-à-dire 39 jours. Alors, qu'est-ce qui a changé à ce moment-là? C'est qu'ils ont changé de business model. Et je pense que c'est pour ça aussi que Dell est aujourd'hui connu, c'est que vous allez sur Internet, vous commandez votre ordinateur, il y a les pièces à ce moment-là qui seront commandées, l'ordinateur qui sera assemblé, vous l'aurez déjà payé au moment de la commande, par conséquent, Dell aura l'argent et financera ainsi son cash conversion cycle, c'est-à-dire qu'ils vont avoir en fait 39 jours d'argent en plus jusqu'à ce que vous ayez l'ordinateur. Donc, c'est cette approche-là qui est aussi utilisée par un certain nombre de supermarchés aujourd'hui, qui finalement disent aux fournisseurs, bah, écoutez, on va vous payer uniquement une fois qu'on aura vendu les marchandises. Pour Dell, c'était la clé qui leur a permis vraiment de grandir à une vitesse grand V. Alors, comment est-ce qu'on peut accélérer ce cash conversion cycle? Et là, il y a trois possibilités. La première, c'est d'éviter les erreurs. Des erreurs à la prise de commande, des erreurs au moment de la facturation. On peut réduire les temps de traitement. Combien d'entreprises sont en retard au niveau de leur facturation? Ou alors le troisième volet, qui est celui d'améliorer le modèle de l'entreprise. Et par exemple, ici, on a Wildbirds qui est
un magasin pour la nourriture d'oiseaux, le problème, c'est que ça prend énormément de place, cette nourriture à la maison. Par conséquent, ils ont défini un modèle dans lequel il y a un abonnement qu'on paye. Ils stockent la nourriture et vous envoient au fur et à mesure ce que vous avez besoin. Par conséquent, on économise de l'espace à la maison, mais surtout, c'est que Wild Birds a le cache bien en avance. Alors, voici un template qu'on utilise dans des masterclass du Scaling Up. C'est-à-dire, c'est un exercice qu'on fait ensemble pour voir comment est-ce que on peut, dans votre cas spécifique, comment est-ce qu'on peut améliorer le cache conversion cycle. C'est-à-dire, il y a les 3 éléments qu'on vient de voir maintenant, l'élimination d'erreurs, la réduction du temps de cycle, respectivement des modifications de business model. Et c'est là, au niveau des 4 moments de la chaîne de valeur, c'est-à-dire la vente, la production, la livraison et la facturation. Il est clair que pour les prestations de services, production et stock, il n'y en aura pas, mais par contre, entre le moment de la vente, celui de la livraison et de la facturation, là, il y a un espace de temps qui va se dégager. On peut peut-être réduire des erreurs dans le cycle ou alors transformer le business model. Typiquement, c'est au niveau de la prestation, le paiement par prestation ou alors un paiement, par exemple, qui est échelonné ou qui est fait en amont de la prestation, un forfait sur l'année. Cash Conversion Cycle, c'était un premier outil. Un deuxième outil qui est absolument un must, c'est le fait de planifier sa liquidité sur les prochains 12 mois. C'est-à-dire, c'est le cash flow reporting. Et là, c'est vraiment d'aller vers le futur et de se donner une vue sur quelles sont les recettes que je vais avoir et quelles sont les dépenses auxquelles je dois faire face. C'est un exercice absolument essentiel qui est à la base, je dirais, de toute gestion d'entreprise. Aussi, d'avoir le flux de trésorerie quotidien est également, et là on est vraiment sur des questions de lucidité, on est sur des questions de réalité. Tout comme l'analyse de profitabilité, c'est d'analyser par produit et par segment. Je rencontre pas mal d'entreprises où la profitabilité générale, voilà, ils regardent les pertes et profits, mais fondamentalement, sur quelles prestations et sur quels produits est-ce qu'ils gagnent ou est-ce qu'ils perdent de l'argent, ça, ils ne se sont pas occupés vraiment en détail de cela. Proposition, c'est de prendre la marge de contribution, c'est-à-dire les revenus moins les coûts directs. On peut avoir un grand débat au niveau des coûts indirects, mais voilà, comme le nom l'indique, les coûts indirects, ce sont ceux que je ne peux pas attribuer à un produit ou que je ne peux pas directement attribuer à un segment. Eh ben, il y a toute une philosophie au niveau quelles sont les clés qu'on va utiliser pour les répartir. Mais très souvent, la réalité, elle est déjà en amont, c'est-à-dire lorsque je prends les revenus par rapport à un certain produit et j'en déduis les coûts directs, où j'ai un segment de clients et les coûts directs pour servir ces clients. Et de là, je peux déjà dégager un taux de marge. Cela m'amène à attirer l'attention sur un principe absolument essentiel qui est celui du 80-20. C'est-à-dire, c'est la règle de la loi de Pareto. 20% de nos produits génèrent en fait 80% de notre marge. Ou 20% des clients directs génèrent 80% de nos ventes. Cette règle des 80-20, excellent livre de Richard Koch, publié à ce sujet, permet vraiment de ne pas sombrer dans un détail qui académiquement peut être correct, mais finalement qui amène peu de valeur ajoutée. Donc, l'idée, c'est d'être approximativement juste au lieu d'être carrément faux. Cet approximativement juste est un élément, je dirais, au niveau de gestion d'entreprise avec lequel, voilà, on va être confortable tout au long. Vous verrez, faites cette analyse des 80-20 et vous aurez, à mon avis, peut-être des surprises. Mais c'est exactement au niveau de ces 20% ensuite qu'il s'agit de mettre la gomme. Prochain volet,
Euh, et je regarde en même temps avec un œil sur les commentaires. Pascal me dit en transaction immobilière, le principe n'est pas possible. Nous avançons les frais de communication et nous sommes payés après la signature. Donc, pas de cash préalable possible, malheureusement. Yes. D'autant plus alors que la gestion du cash par la suite devient très importante. Il n'empêche que ce serait une discussion à avoir. Dans quelle mesure est-ce que le modèle dans les transactions immobilières doit être toujours celui-là? Je me souviens notamment de certaines tranches qui sont payées au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Euh, Ça mériterait peut-être une discussion plus approfondie. Ravi de pouvoir la mener par la suite. Un autre outil au niveau du cash, et là on va vraiment entrer dans le cœur du moteur, comme vous le voyez ici, c'est ce qu'on appelle la productivité, c'est le Labor Efficiency Ratio. Voilà, un grand mot pour dire, voilà, comment est-ce qu'on mesure la productivité? Alors, la productivité est définie comme la marge brute divisée par les coûts directs du personnel. Coûts directs toujours, les coûts du personnel qui ont servi à générer la marge brute par opposition à des coûts indirects comme la location des immeubles, des bureaux, comme des dépenses pour la comptabilité, pour le marketing, très souvent qui sont des dépenses indirectes. Ce ratio est un ratio absolument essentiel, dans la mesure où où il mesure la productivité du personnel au fil du temps. Alors, pas uniquement du personnel, également du management, et je vais y venir. C'est en fait l'indicateur qui indique notre moteur économique, s'il est vraiment performant. Il y a trois manières d'améliorer cette efficacité, trois manières d'améliorer cette productivité. En masterclass, typiquement, on prend cette template-ci, parce que les trois éléments tournent autour de la qualité de nos équipes, la qualité de l'exécution et finalement de la proposition de valeur qu'on fait qui va directement influencer la marge brute. Pour ce webinaire-ci, je vous propose un exercice légèrement ajusté et qui peut-être a plus de pertinence pour vous. Je dirais là, quasiment peu importe le secteur. Et c'est une question, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent, c'est est-ce que je vais engager un super sales, c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment dynamiser mon équipe, mais voilà, il faudra que je paye ce sales 100 000 euros. J'ai pris un chiffre rond, question de calcul, je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'ai une entreprise, voilà, j'ai des revenus de 10 000, un prix de revient des marchandises vendues de 5 600, une marge brute 4 400, des frais de personnel directs, c'est-à-dire directement imputables à la génération de la marge brute de 1 600, et ça me fait une contribution de 2 800, 4 400 moins 1 600. J'ai des loyers en indirect 650, marketing 360 en indirect, les frais de personnel de l'administratif et du management du gérant 550 et un résultat net de 440. Alors maintenant, il faudra qu'on décide, est-ce qu'on va engager un commercial à 100 000 euros? Je pense que là, le réflexe, c'est de dire, OK, c'est cool, ouais, il faut qu'il ramène du chiffre d'affaires. Sauf que s'il ramène du chiffre d'affaires, il faut aussi que je produise plus. Donc, quelque part, mon budget d'achat marchandises, il faut que je l'adopte. Il faut que je rajoute peut-être du monde au niveau de la production. Et pour finir, la décision n'est pas seulement le fait d'engager un commercial, mais également quelles sont les suites que je dois considérer. Alors, voilà. Combien? Comment est-ce que je peux approcher cette situation? Alors, je vous propose un exercice un petit peu similaire au premier, et j'espère qu'il ne vous donnera pas encore des maux de tête. C'est justement de partir sur cette notion de la productivité.
du LER, Labor Efficiency Ratio. La productivité au niveau de mon entreprise, mon productivité globale, ben, comme on a vu, c'est la marge brute divisée par les frais de personnel directs. C'est le 2,75. Sauf que si j'engage un commercial, il sera sur toute l'entreprise, c'est-à-dire que ce sera plutôt alors un LER du management. Et là, à ce moment-là, la définition, c'est je prends la contribution, c'est-à-dire la marge brute, moins les frais de personnel directs, que je divise par les frais de personnel administratifs et de gestion. Lorsque j'aurai cela, j'ai un 3,5. La prochaine étape, c'est je vais rajouter le commercial, c'est-à-dire 100 000 euros de plus. Ceux-là vont se rajouter aux frais de personnel administratif et management. Donc, je serai à 900. Ma contribution, elle est toujours à 2800, donc mon LER, il va chuter à 3,1. Évidemment, je ne vais pas rester avec cela, mais je vais me dire, je veux quand même revenir au 3,5. Donc, pour arriver au 3,5, j'ai 900 de frais de personnel administratif et management. Donc, 3,5 est mon ratio d'objectif. Mon X est de 3150. Ça, c'est la contribution à laquelle je veux arriver. 3150, c'est une progression de 12,5% de ma contribution. 12,5% de ma contribution à augmenter, c'est augmenter les revenus de 12,5%. Lorsque mon prix de revient de marchandises est de 56%, et ça, vous voyez dans la petite bubble qui se trouve au niveau du tableau, 56% des revenus, c'est mon prix de revient de marchandises, donc mon chiffre d'affaires, respectivement, mon prix de revient de marchandises vendues peut s'établir à 6 300 euros. Il était à 5 600 avant, maintenant, il est à 6 300. Donc, je peux engager déjà des achats supplémentaires pour 700 euros, mais pas uniquement ça. Je sais aussi que je peux engager pour 200 000 euros des frais de personnel directs. Ma contribution étant de 3 150 à ce moment-là, la décision, elle est oui, je peux engager la personne. La conséquence opérationnelle, c'est le budget achat, il est de plus 800, l'engagement de personnel plus 200 et l'engagement au niveau de la vente, notre point de départ. Est-ce que j'engage un super sales? Oui, je vais le faire. Voilà pour l'exemple du travail avec le LER. Est-ce que je vous ai complètement perdu ou est-ce que vous êtes toujours là? Un petit coucou, ça me ferait plaisir. Comme ça, je peux savoir si je vous ai complètement assommé ou pas. Ok. Merci. Le prochain point au niveau de la gestion du cash, c'est le Power of One. Et là, en l'occurrence, la question se pose, c'est où est-ce que je commence? Merci, Michael. Merci Asma. OK, cool. Alors, on y va. Power of One. La question pour gérer mon cash flow, c'est aussi une question de savoir où est-ce que je commence. Quelle est la tactique que je vais employer? Quel est mon plus grand levier sur le cash flow? Est-ce que c'est de réduire les coûts de fabrication? Est-ce que c'est d'externaliser la production? De négocier des remises au niveau des achats ou bien d'embaucher plus de stagiaires parce qu'ils coûtent moins cher? Le volet qu'on oublie souvent, c'est que c'est le prix de vente qui est le levier le plus immédiat et le plus efficace. Et c'est cela que j'essayerai de vous démontrer, notamment avec la question la question sur... Merci Pascal. Ok, je vais y aller mollo là. Alors, je prends un exemple. J'ai un prix 100 euros, des coûts variables de 60, des coûts fixes de 30. La question, je pense que tout entrepreneur se posera, c'est est-ce que j'augmente de 10% les prix ou j'augmente de 10% les quantités? Si vous regardez cet exemple-là,
j'ai vendu 1000 pièces. Est-ce que je les augmente de 10%? Ou est-ce que j'augmente mes recettes de 10%? Quel est le meilleur chemin? Alors, pour répondre à cette question-là, euh, si j'augmente la quantité de 10%, mon bénéfice, il est à 14 000 euros, plus 40%. Ouais, c'est cool ça. Mon prix, lui, il est à 20 000 euros, donc c'est une augmentation de 100%. Comment est-ce possible? Alors, regardez, il faut connaître la structure des coûts. Et j'en reviens au slide d'avant, qui est celui de connaître la profitabilité. Il est absolument essentiel de connaître la profitabilité de ses produits, de son segment client, et aussi la structure de coûts. Quels sont mes coûts fixes et quels sont les coûts variables? Lorsque je sais ça, ça fait tout de suite une différence énorme. Vous voyez, c'est soit 14 000, soit 20 000 euros de bénéfices. La différence entre un plus 40% ou un plus 100%. Si mes unités augmentent de 10%, on est à 1,1, bon, 1100 unités. Avec ça me fait des revenus de 110 000 euros. Des coûts 96, parce que, évidemment, j'aurai plus besoin de charges pour produire. Et donc, mon résultat est de 14 000 euros. Si par contre, j'augmente mon prix de 10%, à ce moment-là, je suis tout de suite sur un revenu de 110 000 euros avec une même base de coûts. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, importance de connaître quelles sont les charges variables et quelles sont les charges fixes. Et surtout, attention, ça va aussi dans le sens inverse. Les rabais, c'est mortel. C'est parce que là, c'est pas un plus 100% que vous allez avoir, mais si vous réduisez par exemple vos prix de 10%, il se peut que vous détruisiez complètement votre marge. Alors, un des maîtres de pensée dans ce domaine, c'est Hermann Simon, qui est un Allemand, et désolé, je vous ai donné là deux références en allemand. Il y a une autre qui est en anglais. Il n'est pas encore arrivé au niveau, au niveau français. Mais Confessions of a Pricing Man, c'est vraiment quelque chose qui est absolument intéressant et essentiel pour lire. Voilà. Au niveau du pricing, et là, il y a trois défis, parce que beaucoup de gens vont dire « Ah non, mais on ne peut pas augmenter les prix, ça on va perdre on va perdre, hein. Il manque de courage, respectivement, il manque de créativité. » Ça nécessiterait peut-être un prochain webinaire, mais de manière assez synthétique. Je dirais que les modèles mentaux qui s'affrontent, c'est celui de la culture artisanale et de la culture marchande. Culture artisanale, surtout, qui va dire que il y a la qualité, et ça a une valeur en soi. On va livrer le maximum de qualité, on va fabriquer le meilleur produit, on va calculer ça de manière sérieuse, et puis voilà, on a un prix juste. La culture marchande, elle, est d'une autre avis. C'est, voilà, on va faire autant de qualité qui est nécessaire du moment que j'ai quelqu'un qui m'achète. L'important, c'est de bien vendre le produit, de faire en sorte que le besoin que le client il a, qu'il soit couvert. Donc, mon pricing, lui, ne sera pas un cost plus, mais mon pricing sera plutôt quelque chose qui est quelle est la propension du client à dépenser de l'argent pour satisfaire ce besoin. Si on veut être très schématique, une culture artisanale est plutôt, on va être plutôt du côté germanique, alors qu'une culture marchande, on est plutôt du côté anglo-saxon. Et je pense que si vous comparez ces deux cultures, vous voyez exactement de quoi je veux parler. Donc, il y a plusieurs stratégies pour aborder le pricing, qui est de créer des fourchettes de prix, respectivement, de ne jamais coter un prix, mais de toujours avoir
avoir 3 prix. Donc, voilà, comme je disais, c'est un volet qu'on pourrait encore détailler davantage dans un prochain webinaire, mais je dirais que pour ce qui en est d'aujourd'hui, je vais faire une pause ici et éventuellement prendre vos questions pour pouvoir y répondre, parce que c'était peut-être déjà assez dense. Donc, par rapport à liquidité, profitabilité, croissance, marge, cash conversion cycle, est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'il y a un petit délai de réponse. Voilà. Bruno est toujours en écoute. Merci. Bonjour Bruno. En tout cas, merci pour la présentation. C'était super intéressant. Est-ce que vous avez d'autres slides à présenter? Ah, ça, c'est bien ça. Là, je pense que ça peut être utile. En fait, il y a un livre qui s'appelle Simple Numbers de Greg Crabtree. C'est un ouvrage, je le recommanderais absolument, parce que ça permet vraiment d'aller au fond de cette histoire entre la liquidité et la profitabilité, et de bien interpréter finalement ce que notre comptable ou la fiduciaire nous produit, qui est un perte et profit qui renseigne sur la marge, mais qui ne renseigne pas sur l'état vraiment de santé de l'entreprise en termes de cash. Donc, s'il y a une recommandation, c'est celle-là. Simple Numbers et Straight Talk. C'est celui qui est orange. C'est celui qui est orange, absolument. Oui, d'accord. Ouais. Ouais, ouais. Numbers. On a une petite question de Fabien. Quelle est la taille des entreprises que vous conseillez? Merci. Alors, je dirais, typiquement, ce sont des entrepreneurs qui ont de l'ambition. Ce sont des entrepreneurs qui ont un état d'esprit, comme je disais avant, qui consiste à jouer pour gagner. Typiquement, c'est lorsque on est sorti de la phase vraiment très entrepreneuriale et qu'on doit établir son système et qu'on devient beaucoup plus gestionnaire, qu'on devient beaucoup plus dirigeant. Pour faire simple, c'est pour des entreprises pour les amener de 20 personnes à 200 personnes. Pour des entreprises de 100 personnes pour les amener vers 500 personnes. Maintenant, je sais, ce n'est pas le critère absolu d'avoir plus de monde, mais j'approche ça de cette manière-là pour être le plus clair. À la fin de la journée, il s'agit d'augmenter la valeur de l'entreprise. Et c'est ça qui va donner la stabilité. Et bien sûr, le chiffre d'affaires ne fait pas tout. Il faut faire gaffe. Même si ça croît, parce qu'il y a plusieurs entreprises cool. En fait, en voyant les chiffres d'affaires augmenter, ils ne font pas gaffe au reste des critères, des indicateurs, comme la marge. D'accord. Et en fait, pour l'analyse de profitabilité, j'ai peut-être zappé un moment. Est-ce que ça fait partie des outils, en fait? Parce que les outils qui font partie du cash conversion cycle et cash flow reporting. Alors, en fait, on a une demi-douzaine d'outils ou de manières d'approcher le cash. Le cash conversion cycle en est un. Oui. Un autre, c'est le calcul de la profitabilité. Ah, avec cette idée de vraiment de se concentrer sur l'essentiel, cette histoire de 80-20. Ah oui. Oui, ça c'est... Oui, Ouais. D'accord, je vois. Ça fait partie de ça, donc. Ok. Voilà, c'est un ensemble de méthodes dans le module cash qu'au niveau de la masterclass, on va analyser ensemble, surtout avec l'équipe de direction rapprochée. C'est essentiel parce que c'est un sport d'équipe et il faut que tout le monde soit sur la même page. D'accord.
Vous avez parlé d'un seul ratio. Est-ce qu'il y en a d'autres? Enfin, j'en ai étudié d'autres et celui-là, je l'ai jamais vu. En fait, il y avait d'autres comme current ratio, quick ratio et tout ça. Est-ce qu'ils sont intéressants à étudier aussi? Oui, surtout dans l'optique future. Oui, d'accord, Et ouais. une fois que j'aurai fait ma projection de cash flow, à ce moment-là, de prendre du quick ratio, c'est-à-dire finalement des ratios Ouais, de fonds de roulement. d'accord, ouais. Euh, L'intéressant au niveau du scaling up, c'est qu'on va lier les chiffres financiers Mmh. avec des décisions de gestion. C'est comme au niveau du LR, de la productivité. Mmh. Parce que la question, c'est est-ce que j'engage un commercial ou pas. Le quick ratio ne va pas me le dire. Oui, 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 ça c'est clair. Et, C'est clair, voilà. Et donc de passer à travers cette réflexion ouais. tout à fait pertinente. OK, je veux engager un sales, Mmh. mais qu'est-ce que ça signifie pour le reste de l'organisation? Ouais, je vois, je vois. Ouais. Il y a Jean-Luc qui pose une question aussi. Il ne faut pas oublier d'inclure l'application de l'indexation dans le contrat de prestation de service. Non, c'est pas une question, c'est un commentaire. C'est un commentaire. Oui, bien. Merci, merci Jean-Luc. Oui, plaisir de te retrouver. Oui, oui, absolument, absolument. Sauf qu'à force d'indexer à gauche et à droite, ben, on va se créer de l'inflation. Mais ça, c'est un autre débat. Surtout pour ce qui est des contrats à long terme, évidemment, l'indexation est très importante. Absolument. Mille fois d'accord, Jean-Luc. En tout cas, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui sont intéressés par poser des questions, participer à votre session masterclass peut-être? Ah, tiens, oui. Merci. Oh, Voilà. c'est un mot-clé, justement, parce que, voilà, on va lancer une masterclass euh, qui est en fait sur 6 mois pour vous aider à développer votre entreprise, à aller vers une croissance qui soit saine et surtout qui permet de retrouver la liberté d'entreprendre. Parce que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui sont submergés par la gestion quotidienne et finalement se posent beaucoup de questions à ce niveau-là. Et pourquoi ils ont choisi de devenir entrepreneurs, c'est passer au deuxième rang. Alors l'idée, c'est de remettre sur la table, je veux dire, cette envie d'entreprendre, cette capacité d'entreprendre et d'avoir une organisation qui roule. Ça, c'est l'idée. Euh, Contactez-moi, on peut parler plus en détail de la masterclass. Est-ce que c'est bien une masterclass pour celle de 2025? C'est celle de Oui, 2025 qui démarre le 10 janvier. oui, c'est ça. Voilà. Et vous L'année passée, pouvez, on avait déjà fait une première et on remet ça cette année. vous pouvez trouver, enfin, je parle aux participants qui sont là, vous pouvez trouver toutes les informations dans la brochure de notre brochure Paper Jam de 2025. Il y a une double page qui vous explique, enfin, il y a toutes les informations nécessaires et bien sûr le numéro de Jean-Marc ou le LinkedIn de Jean-Marc où vous pouvez contacter directement euh, pour en avoir plus. Mhm. Donc, il y a Kinga qui pose une question. Oui, alors, Kinga, calcul de la profitabilité dans le service d'architecture. Oui, l'exécution est très long. Voilà, facturation par étape, 2 ans environ jusqu'à paiement définitif. Oui, oui, en effet. Je pense que, voilà, ça fait partie des. Lorsqu'on se lance dans ce domaine, il faut en être conscient et, l'intégrer dans ses calculs, respectivement dans la capitalisation. Euh, Après, ça nécessite vraiment une réflexion en profondeur sur quel est le segment segment de clients dans lequel on se développe. Euh, je sais qu'il y a des entreprises qui travaillent pour le secteur public ou qui ne travaillent plus pour le secteur public parce que tout simplement les délais de paiement sont trop longs. Et il y a plus qu'une entreprise à Luxembourg qui a malheureusement dû mettre la clé sous la porte parce que, voilà, le business en tant que tel, il fonctionnait, il faisait du travail de qualité,
mais les délais de paiement des clients étaient tout simplement n'étaient pas tenables. Et là, on retombe plus sur une question financière, mais on retombe sur une question de business model. À qui est-ce que je m'adresse? Quel est mon client cible? Qu'est-ce que je lui propose? Mais c'est un vrai problème structurel au niveau de la construction. Voilà. Euh, Merci Julien pour le partage du lien et le mail aussi. Donc, tout est bon, je suppose. S'il y a d'autres personnes, des questions, dernière question pour ce webinaire. Non, c'est un grand merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci Jean-Marc. merci à vous tous. Merci d'avoir suivi. Désolé si j'étais un petit peu dense par moment, mais hey, je reste à votre disposition et on peut en parler. Contactez-moi. Merci Jean-Marc. Au revoir. C'est un Merci. Au revoir. plaisir. Donc, on passe pour nos prochains rendez-vous de la semaine ou du mois. Retrouvez-nous dans un autre webinaire qui se passera le 9 octobre. Développer sa market intelligence grâce à l'intelligence artificielle par Daniel Eyshand, fondateur du Concept Factory. Découvrez comment les algorithmes d'IA, les machine learning et l'analyse des données révolutionnent le paysage publicitaire, permettant aux entreprises d'obtenir des informations plus approfondies. Ensuite, on va découvrir aussi notre journée workshop du 11 octobre. Rejoignez-nous pour networker, apprendre sur de nombreux sujets tels que la fiscalité, la gestion de vos équipes et les ressources humaines et bien d'autres. C'est une occasion d'échanger dans un cadre détendu et agréable. Enfin, on conclut avec un dernier webinaire avec Pedro Castillo, founder of Verbalius, coach en public speaking, que vous pouvez rencontrer aussi dans le workshop ou nos formations avancées. Et il va vous parler de elevator pitch, comment convaincre votre audience. Pour vous inscrire, connectez-vous directement sur le site de Paper Jam Club dans la section Académie. Et merci à tous pour votre fidélité et je vous souhaite une bonne journée.